Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme qui rêve et qui en a l'habitude. Il chante sans cesse le sujet au Palais des Sports dans Molière. Bientôt prêt pour le départ en tournée, Molière, le tout nouveau spectacle musical de Dove Atia. Mon invité du jour est le rôle principal, il est Molière. Un Molière moderne, un Molière pluridisciplinaire. On le dit souvent ce mot, cela prouve la tendance. Il y a quelques années, on nous disait qu'il fallait être dans une seule et unique discipline. Actuellement, être singulièrement multiple, voire multipotentiel, est un immense talent. Chanteur, danseur, comédien, chorégraphe, musicien, acrobate, multitalentueux en fait. Formé, ultra compétitif, il ose se confronter au concours et casting sans cesse. Êtes-vous prêts pour une escale avec nous? On vous emmène en voyage au Québec avec Tommy, enfin, petit homme. Quelle magnifique présentation. Aïe, aïe, aïe. C'est un plaisir d'être là. Bonjour et bienvenue. Merci. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ces débuts d'année 2024 ? Moi, c'est mes premiers débuts en France. Moi qui viens du Québec, j'avais plusieurs fois rêvé de venir faire de la musique en France. En tant que Québécois, j'aime bien, j'écris en français, j'écris ma musique. Et c'est ce qui m'a amené à venir à Paris, faire rencontrer des producteurs musicaux. Et Molière est arrivé vraiment dans un moment où ce que j'arrêtais. Je manifestais toujours un premier rôle, un gros projet en France, sans vraiment savoir qu'est-ce que je voulais. Manifester, ça veut dire que tu... Je l'appelais, je l'écrivais, j'avais des livres. Moi, j'écris beaucoup, autant des chansons que mon journal. L'écriture et créateur, c'est ce que je dis toujours. Ben oui. Et pour moi, c'est pas comme un plan de maison, en fait. Avant de construire ta maison, tu fais un plan de maison. Et ben pour moi, pour le futur, c'est la même chose. Tu l'écris, tu le dessines avant de le vivre. Pour moi, c'est ça la manifestation, c'est la visualisation. Et ce projet-là est arrivé après 2 ans d'aller-retour entre Québec et Paris, où est-ce qu'après on m'a demandé de faire une audition et ça s'est passé et je fonce dans cette vie. Moi, je fonce, je prends et je fonce. Parlons de ton enfance. Tu es né au Québec, tu es mon premier invité québécois. Yeah. Quel genre d'enfance as-tu eu? Raconte. J'étais un élève. Allez, je n'irai pas dans un élève pour le moment, mais j'étais un enfant qui était très physique. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire du sport. J'ai commencé dans le sport. J'ai beaucoup aimé le sport. Et il y a un moment dans ma vie où il y a un élève vers l'âge de 8 ans, où on était en cours d'école, un cours de classe, il faisait des frises à la breakdance sur les mains, sur un pupitre. Et je me suis dit, quoi? C'est hyper physique. Il se mettait sur les mains. Sûr. Et j'ai voulu essayer. Et quand j'ai compris qu'on pouvait faire ces mouvements-là de frise, de breakdance sur de la musique, je me suis dit, ah ouais, donc je peux faire du sport musical en fait. Et je me suis à 8 ans. À 8 ans. Je me suis mis à faire du breakdance. Et c'est vraiment une espèce de... La musique me faisait vibrer, mais de pouvoir être physiquement investi corporellement dans la musique, ça m'allumait de ouf. J'en avais des frissons quand j'étais hyper jeune. Et j'ai continué là-dedans. Et je m'entraînais dans une école au Québec qui s'appelle le Studio Party Time, où je me suis entraîné là pendant, je pense, 15 ans. J'ai été chorégraphe là-bas, j'ai été danseur. Et ça m'a forgé vraiment. Et à chaque fois que j'avais du sport, même si j'avais un gros tournoi de sport et que j'avais une petite répétition de danse, j'allais pas à mon tournoi du week-end pour faire ma petite répétition de danse. J'avais la flamme, j'avais trop l'envie. Et du coup, c'était spécial parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens non plus qui le faisaient à l'école, un peu d'intimidation. T'es un mec qui fait de la danse et tout. Et ça m'a toujours donné cette flamme de continuer. Autant que ça a été difficile par moments de faire, là, les gens me jugent, je peux pas continuer. Mais au final, tous ces moments où les gens disent, c'est bizarre. Quand tu dis, ah ouais, je fais quelque chose de unique en fait. Et c'est là que tu continues. Et aujourd'hui, à voir tout ce que j'ai accompli, je me dis, une par chance que j'ai pas arrêté, que j'ai continué vers là où je rêvais d'aller quand j'étais jeune. Même à 8 ans, je rêvais de la vie que je vis en ce moment. Ouais, déjà. Et tes parents, ils venaient d'un milieu artistique, ils en pensaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, tes parents? Zéro. Mes parents, quand je prenais ma guitare et je chantais, on me demandait de fermer la porte et d'arrêter de chanter fort. Vraiment, ouais, vraiment. Du coup, ils ont fait donc pas du tout un milieu artistique. Zéro. Mais ils ont fait quelques compétitions de danse lascive quand ils étaient plus jeunes, mais pas rien de professionnel. Mais ils aimaient beaucoup la danse.
Mais ils m'ont inscrit à la danse parce que je leur ai demandé. Mais Ils mes étaient parents, à l'écoute, ils oui, étaient OK avec vraiment. ça. Quand ils voyaient que je bougeais, je sais pas si en France, vous avez ça, le Ritalin. C'était l'espèce de médicament pour calmer les jeunes qui sont trop hyperactifs. Ma mère m'a jamais voulu donner ça. Elle m'a dit, t'aimes bouger? Ben vas-y, on te met dans des cours de danse, Parce que on te tu met dans étais du sport. considéré comme trop actif, hyperactif. Ouais, ben j'étais pas diagnostiqué, tu vois, mais j'étais vraiment un tempérament qui voulait toujours bouger. Et du coup, à place de me donner des médicaments, ben ils m'ont dit, vas-y, on va te mettre dans le sport. Donc, t'avais besoin de vibrer surtout. Ouais. Et à 8 ans, déjà, tu t'envisageais, tu rêvais de quoi quand tu étais enfant? Moi, je voyais James Brown, je voyais Chris Brown, tous ces artistes. Et comment tu les as connus? C'est des vidéos, je pense que c'était YouTube, où ma mère m'avait montré des vidéos, pas la TV, mais je pense que c'était YouTube sur Internet. Donc, les mamans, ouais, toujours. Mais c'était pas 8 ans, ça, c'était peut-être un peu plus tard, peut-être 12 ans, ou peut-être 10 ans même. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est fou qu'un artiste peut avoir, oui, avec la guitare, ce qu'il fait. C'est ça? Qu'est-ce qu'il aime chanter? Ben, ça dépend. I'm a sex machine, tu sais, le tout de James Brown, et de voir une fougue sur scène, puisqu'il est allumé, il prête à genoux, il crie à les sueurs, et je me dis, waouh, comment tu peux être à ce point investi devant des milliers de personnes? Et quand j'étais jeune, pour moi, le chant, c'était pas envisageable. Pour moi, c'était la danse. Et le chant est arrivé plus tard parce que, je sais pas, c'était pas que c'était pas envisageable, mais je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible d'être chanteur. Alors, à 8 ans, tu rêvais de quoi? Tu t'imaginais danser sur scène, voyager le monde. Mon père m'amenait des fois dans des spectacles de cirque et il m'a dit, toi, je te vois faire ça plus tard. Et j'aimais beaucoup les sensations fortes, tout ce qui est hauteur. Tu l'as vu, le spectacle, je fais des saltos partout. Qu'est-ce que c'est important, les paroles de nos parents, de ce qu'ils nous disent. Oui, c'est pour ça. Je ne suis pas parent, mais je sais que il faut envoyer des bonnes énergies à nos enfants pour les faire rêver, pour les faire voir. On peut pas dire à un enfant, t'es pas capable, tu seras jamais capable. Ça reste marqué, ça. Il faut leur dire que c'est possible. Et mes parents ont été très... Ouais, exact. Le Québec est une terre de talent. Céline Dion, Garou, Véronique... Enfin, bon, bref, tu connais par cœur. Comment tu es arrivé à Paris et pourquoi? Au Québec, en fait, le milieu est petit, artistique. En musique, j'ai fait beaucoup de... Je dirais que le Cirque du Soleil à travers le monde et ça m'a donné la piqûre de vouloir voyager, encore plus avec mon art. Du coup, j'ai fait de la musique un peu en anglais, mais ça m'intéressait pas beaucoup. J'aimais beaucoup le français. Je trouve ça riche, je trouve ça beau, romantique, poétique. Et au Québec, c'est un petit milieu en musique. Et si je voulais m'exporter en français, j'avais le rêve de venir faire de la musique en France. C'est beau, c'est culturel. Quand j'arrive ici, il y a des pièces de théâtre à chaque coin de rue, il y a des spectacles de musique à chaque coin de rue. Donc du coup, quand je me suis dit, il y a eu l'époque 2020, allez, la folie mondiale qu'on a eue, je me suis dit, vas-y, là en ce moment, tout est en arrêt, mes contrats de danseurs sont en arrêt, de cirque, de chorégraphe. Je me suis remis à écrire énormément de musique et je me suis dit, vas-y, quand les vols vont être réouverts, je vais venir à Paris. Et j'ai eu 2 ans d'aller-retour parce que j'avais pas trop d'argent, mais je mettais tout pour être capable de rencontrer des gens. Et je sais pas, depuis longtemps, j'écoute du Nekfeu, Stromae de Belgique. Il y a tellement d'artistes qui m'allumaient que je me suis dit, il faut que j'aille côtoyer un peu les gens avec qui ils travaillent, comprendre cette vision. Et là, j'étais encore nouveau, je me sens encore un peu de tourisme. Mais tu étais nouveau alors que tu as une sacrée célébrité quand même au Québec. Au Québec, ça va bien. Tu as fait, oui, c'est ça qui est intéressant dans ton parcours. Revenons à ton parcours justement. À 8 ans, tu rêves, tu t'inscris dans la danse. Et alors, 2011, on enchaîne. Si j'enchaîne les émissions, c'est trop. Lis pas mes papiers, Mixamania 2. Explique-nous, parce qu'en France, on connaît pas. C'est un peu la Starac, c'est ça? Tu fais ça en 2011, ça veut dire, ça fait 12 ans. Ouais, j'avais 16 ans. 16 ans, tout jeune. Ouais, c'est une espèce de Starac ou Popstar qu'on m'a dit un petit peu ici, mais je connais pas ces Popstars. Et il n'y a pas d'élimination. Donc, c'est 4 gars, 4 filles, on fait des auditions. 4 gars, 4 filles. Et on est amené à être dans un appartement, vivre ensemble pendant 2 mois. Créer un album, créer un spectacle. Mais là, t'as 16 ans. Mais alors, comment tu décroches ce casting? Il y avait des auditions qui se faisaient, il fallait envoyer une vidéo. Mais moi, puis j'avais fait quelques contrats, on m'a demandé, on veut te passer en audition directement. Mais donc, tu avais arrêté tes études? Non, du coup, on avait l'école là-bas. Donc, on avait une professeure qui venait dans notre appartement pour... non, nous, on dit secondaire 4, vous aussi, vous dites collège. C'est ça qui me surprend. Tu étais très jeune. Ça veut dire que 8 ans, tu découvres la danse et déjà, tu es dans un esprit créateur. Tu t'envisages comme artiste. Tu veux vraiment faire ça, enfant? Ouais, j'ai pas eu de doute. De doute. C'était ça ou rien. Et c'était vraiment vital. Déjà, à 8 ans, allez, on dit 8 ans parce que j'ai commencé à 8 ans.
Mais c'est devenu vital à 14-15 ans quand que je me permettais d'aller faire des compétitions à Toronto, à New York, à Los Angeles. Je me suis dit, avec un groupe, on était un groupe de danseurs auparavant, parce qu'on se suivait partout. On a construit ensemble et c'était vraiment us against the world. Et c'était, je sais pas, mes amis à l'école, il y avait cette espèce de, on est à l'école, on fait du sport. Et moi, les week-ends, j'arrivais, c'était vraiment un autre mindset. Tu sais, quand, je veux dire, tu arrives dans un groupe ou dans une passion ou dans un hobby que tu sens que t'es, toi, version amplifiée à 10, comparé à toi à l'école, tu te dis, bah, c'est ça, en fait, qui est moi, vraiment. Comme quoi, Et quand on est enfant, on peut réellement être animé par une envie, une oui. passion et surtout un sacré entraînement. Parce que là, tu étais enfermé. Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette À expérience? Mixmania, ça? Je sais pas, t'as 16 ans et on te filme 24/7 pendant 2 mois avec un T'es groupe. coupé de tes parents? Coupé de tes Parce parents, qu'on est t'as pas de petit à téléphone. 16 Du ans. coup, les week-ends, on peut aller voir nos parents. Ah, Au bah moins, oui. au moins. Et je sais pas, ça m'a donné le... Quand je te disais tout à l'heure que chanter n'était pas possible, pour moi, dans cette émission-là, c'était chant et danse. Donc, du coup, j'étais le danseur de l'émission, mais j'ai appris à chanter là-bas. Et c'est là que j'ai réalisé que chanter, c'est possible. Après avoir monté le spectacle, après avoir fait l'album, t'as 16 ans, tu deviens une célébrité hyper rapidement. C'est ça. C'est dur de garder la tête, les pieds sur terre. Et du coup, on a fait les spectacles. Je me dis, purée, on chante les chansons, tout le monde les chante. Vraiment un moment célébrité à 16 ans. C'était magnifique, autant que ça a été difficile après. Mais je me suis dit, waouh, de pouvoir chanter des chansons sur scène, pas juste danser, et de réaliser que, oui, j'adore m'exprimer avec mon corps, mais ça reste du abstrait. Le public ne saura jamais exactement ce que je veux dire quand je danse avec mon corps. Tandis que si je chante des chansons, que les gens les chantent en retour, là, il y a du concret. Là, on peut comprendre. Là, on peut se comprendre comme si on communiquait. Donc, j'aime autant la danse pour l'abstraction, le côté abstrait, et autant la musique pour le côté concret, qu'on discute les mots, l'écriture. Donc, pour moi, en ce moment, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aime bien unir les deux en spectacle et de partager ça avec les gens. Et tes parents, ils étaient OK avec cette célébrité à 16 ans? Oui, ils savaient que ça allait être compliqué. Du coup, on avait... ma mère, il y avait un moment où il fallait voter pour que je fasse partie de l'émission. On vivait dans un petit quartier. Elle avait mis une affiche dans la fenêtre de la maison pour dire « Votez Tommy ». Elle s'en rend pas compte. Mais après, tout le monde savait où ce que j'habitais. Donc, à chaque jour, quelqu'un vient cogner « Bonjour, on peut voir Tommy ». Je suis en mode « Maman, qu'est-ce que t'as fait ?» Mais elle a été... mes parents, je dis ma mère, mais mes deux parents, ils m'ont hyper supporté à travers ça. Et au final, ça m'a fait connaître la célébrité à 16 ans. Et je sais que c'est un truc très éphémère. Donc, ça m'a libéré du côté... la course vers la célébrité. Non, si tu fais de la musique, c'est pourquoi vraiment que tu le fais. Et d'avoir vécu ce côté haut en « Waouh, je suis une célébrité à 16 ans », j'ai eu de la descente. Comment tu l'as vécu, cette descente? C'était très difficile. Alors, pourquoi il y a eu la descente? Parce qu'en 2018, tu refais une autre émission, Danser pour gagner. Oui. Ça te va bien, ce titre. Ouais, J'aime bien ça, Danser pour gagner. Je sais pas si tu connais, c'est America's Beds and Screw. Yes. Ça, c'est une émission aux États-Unis. C'est la version québécoise de cette émission-là. Et du coup, moi, alors attends, parce que Vas-y. donc, du coup, de 2011 à 2018, qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 années? J'ai fait mes premières comédies musicales. Ah ok, c'est ça, tu travailles alors. Oui, j'ai toujours travaillé contrat par contrat. Ça m'a amené à faire des trucs. Après cette émission-là, je t'avoue que j'ai continué à écrire. J'avais sorti un petit album posé qui est caché dans les, caché dans les archives, qui est sorti, mais que j'en parlerai pas. Ça, c'est les vrais, ils sauront aller trouver. Mais il y avait après ça, j'ai vraiment là, tu focusé. te vois comme chanteur. Oui, mais la descente m'a retourné vers ce que je savais faire, la danse. Donc, chorégraphie. Et tu l'as vécu comment, cette descente? Ça a été difficile parce que tu rentres en puberté. Tu vois, tu as 16 ans, là, tu arrives à 17, 18, 19. La barbe pousse, les cheveux changent, le visage change. Les gens te reconnaissent. Ça fait 5 ans que tu as fait l'émission, mais les gens te disent encore « Hey, c'est le gars de Mixmania ». Et tu es en mode je fais pas que ça, mais si, au final, côté public, j'avais pas rien sorti de nouveau. Et ça a été difficile, mais... Qu'est-ce que c'est difficile, hein, cette médiatisation et la projection. C'est-à-dire que être et paraître et ce que les gens envisagent de toi et ce que tu es vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'il faut préparer les gens à cette célébrité. Et t'as pas le contrôle de ton image à ce moment-là. Et t'as 16 ans, tu sais pas qui tu es. T'es pas... Là, je fais une télé-réalité maintenant à 29 ans. Je sais un peu plus comment me comporter. Je suis moins un petit naïf. Et tes valeurs ont peut-être changé. Ah oui, de ouf. À 16 ans, comme je te dis, tu deviens célèbre, tu as la petite tête qui enfle et tu te trouves cool, quoi. Ouais, là, donc après, tu as la descente, tu as plus cette adrénaline des gens.
tu te nourris de quoi après? Tu vois, donc il y a ce vide. À chaque plan, il y a ce vide. Comme Molière, ce que je vis en ce moment, je sais qu'après toute cette folie, il va y avoir une petite descente. Mais au moins, c'est l'envisager parce qu'on sait que c'est réel. Chaque Est-ce haut que a tu ses aurais bas. des tips, un conseil à donner pour se préserver de ce down après? C'est une bonne question. Je pense que chaque fin est un nouveau début au final. Donc, des fois, on pense que le projet qu'on fait en ce moment, c'est le projet de vie. Pas l'ultimatum, mais c'est le projet. Et à chaque fois, quand tu dis ça, j'ai une défaite. Donc, moi, c'est vraiment, tu prépares la suite. Toujours avoir Se un plan pour la réinventer. suite. Toujours. Il n'y a jamais une finalité à rien. Tout peut être réinventé et tout peut être, continuer à créer, quoi. Et là, t'enchaînes 2018, Danser pour gagner, Ouais. 2019, Révolution, 2020, Mm. tu participes à The Voice au Québec, ça ouais. s'appelle La Voix. Mhm. Tu chantes Call Me in the Afternoon. Ouh, t'as écouté, Ah t'as regardé. ouais. Et alors, dis-moi, tu vas jusqu'en quart de finale. 2023, tu participes à l'émission Zénith, Ouais. jusqu'en demi-finale. Mhm. Bref, tu enchaînes les émissions de TV, tu fais des projets solo en parallèle et en septembre 2022, sorti de ton album EP Oui. Petit Homme. Mhm. Tu nous en parles? Mais oui, bien sûr. En fait, comme tu vois, là, tu nommes les projets très médiatisés que j'ai fait, mais j'ai tellement fait de trucs comme avec le Cirque du Soleil. J'ai fait des petits projets où on a à Los Angeles faire de la danse, des chorégraphies. Et ce Oui, parce projet... que tu es acrobate aussi. Oui, exactement. Et En fait, tu travailles sans cesse. ouais, j'ai jamais eu d'été de congé, mais j'aime tellement ça. Pour moi, j'aime mieux avoir un week-end off que prendre une année sabbatique ou un mois à rien faire, tu vois. Ton et EP Petit Homme, oui, raconte. en fait, c'est ça, c'est que c'est une façon pour moi de dire j'ai beau travailler, mais autre ce côté où ce que vous voyez que je suis, parce qu'au Québec, je veux dire, je suis dans les médias, et autre le fait que j'ai l'air de bien aller. Voilà les problèmes que moi j'ai. Tu vois, la relation dans le EP, je parle de comment devenir quelqu'un, arrêter d'écouter les autres, la relation avec... Se trouver soi-même. Oui, et la relation avec cette espèce de rousse que chaque soir on sort avec des amis sans construire notre futur. À un moment donné, ça nous rattrape. Donc, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, mettre des mots sur comment on se sent vraiment. Et pour moi, c'est une thérapie, la musique, plus même que la danse en soi. Et de pouvoir avoir écrit ce EP-là, c'est une présentation que pour le futur qui arrive en France, en ce moment, j'ai plein de musique qui arrive. Mais ça, pour moi, ce projet-là, c'était de dire bonjour à mon premier élan musical, quoi. Tu as été danseur pour le Cirque du Soleil. Mm. Le Cirque du Soleil, ça nous fait tous rêver. Comment Ouais. tu as décroché ce casting? Tu l'as vu passer? On t'en a parlé? Quelle aventure, Ouais, non? c'est une énorme aventure. Et ça, du coup, c'est, comme je te disais, on était un groupe de danse qui travaillait ensemble depuis très longtemps. Et à force d'avoir été partout, on nous engage pour plein de trucs. Et on nous engageait souvent en troupe ou individuellement. Et il y avait une de nos amies, Edith Colin-Marcoux, qui en ce moment travaille avec Hélène Fischer en Allemagne. J'ai une amie qui travaille avec Véronique Dicker. Là, on est vraiment tous rendus un peu partout à travers le monde. Et à ce moment-là de notre vie, on cherchait une chorégraphe. Cirque du Soleil cherchait une chorégraphe. Et elle a demandé à Edith, parce qu'elle a fait des projets de ouf en tant que chorégraphe. Et du coup, ils ont vu ce que nous, on pouvait faire en tant que danseurs. Ils nous ont engagés pour un contrat. Et ils ont kiffé. Donc, du coup, on se faisait engager un petit peu partout à travers parce qu'il n'y avait pas de casting. Des fois, c'est vraiment d'être présent au bon moment ou d'être présent toujours. Ne pas avoir peur d'être présent. Et d'être dans le mouvement. Ouais, et d'aller voir les gens, d'aller parler aux gens, de créer montrer des ce que tu rencontres. fais. On est gêné, hein, des fois. Je sais pas c'est comment trop en France, mais nous, au Québec, des fois, on aime bien rester dans notre coin. Mais non, il faut prendre notre place. Il faut le dire au monde qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce que vit. tu utilisais justement comme outil de communication pour te faire connaître? Est-ce que tu as travaillé sur les réseaux sociaux, YouTube? Comment tu fais? Ouais, Quels conseils tu pourrais donner? Moi, c'est comme je t'ai dit, par contre, pour toute cette étape de ma vie, c'était être dans les projets, dans les contrats. Et chaque contrat que je faisais, j'allais parler à tout le monde. Et pas d'une façon, je dois parler à tout le monde, mais j'aimais parler à tout le monde. Je voulais savoir. Et dans les contrats de Cirque du Soleil, qu'est-ce que tu fais? Tu étais avec des gens de Russie, tu étais avec des gens d'Italie, d'Égypte, de partout, pour un contrat de 2 semaines pour créer un spectacle. Du coup, à la place de rester avec les Canadiens, on va aller tous mélanger, apprendre de tout le monde. Ça, mais là, en ce moment, ce que j'ai découvert pendant l'époque 2020, tout ce qui est Covid et tout, c'est que les réseaux sociaux, c'est là pour créer des liens. C'est pas là seulement pour montrer notre vie, qui on est, mais c'est de ce que je dis créer tout le temps, des liens. utiliser. Exact. Et en ce moment, avec même Molière, les gens qui viennent nous voir, j'adore créer ce lien. Je poste tous les jours, je réponds aux gens, j'aime bien. C'est là pour ça, pour moi, les réseaux sociaux. On veut montrer notre vie, mais on veut créer des liens parce que c'est en équipe que tout s'est fleuri, en fait. C'est pas tout seul. Molière. Tu avais déjà des expériences dans la comédie musicale, on en a parlé, Footloose, Mamma Mia. Donc là, c'est de l'acting. Comment ça se passe? T'as pris des cours? J'ai pris des cours quand j'étais très jeune. Et
Je pense que je suis habité par tout ce qui est raconter des histoires, tout ce qui est émotion. J'ai une facilité à m'abandonner dans de l'émotion. Et du coup, pour la composition de ce personnage-là, avec Ladislas Chola, qui est le metteur en scène, il est tellement sensible comme humain que même avant de rentrer dans mon personnage, je pouvais pleurer à de chaudes larmes juste parce qu'il m'expliquait comment me sentir. Il m'expliquait pas. Il me faisait sentir comment me sentir juste par ses paroles. Et j'ai une facilité à m'abandonner vraiment dans mes émotions. Je suis très vulnérable, je suis très... C'est la définition propre d'un comédien. Ouais, ouais, il est hypersensible, quoi. Et j'ai pas pris beaucoup de cours, mais ouais, j'ai une facilité à m'abandonner et de pas avoir peur du ridicule et de pas avoir peur d'essayer de nouveaux trucs. Et même pour moi, Molière, ça a été une période stressante. Hein. T'arrives au Québec, t'arrives du Québec en France. Mais alors justement, tu es venu exprès du Québec pour ce casting? Mon plan, c'était de venir en France. C'était de venir en France pour faire de la musique. Et mon nom a commencé à circuler avec Aziz Baki, avec qui je travaille. Je crois que tu connais Aziz Baki. Oui, je le connais. Et je travaille avec lui en ce moment en France. Et il a parlé de moi à Bruno Berberes qui faisait le casting. Le fameux Bruno Berberes. Ben oui. C'est pas possible. On va dédier ce podcast à Bruno. Ah, de ouf. Et du coup... Mais attends, parce que moi j'aime bien comprendre et que nos auditeurs comprennent. Parce que tu étais relativement célèbre au Québec, donc tu quittes la fameuse zone de confort dont on parle tant. C'était facile pour toi. Le Québec, c'était une envie de quitter le Québec pour venir en France, pour te lancer dans une, je sais pas, un univers culturel différent. C'était quoi ta volonté première? En tant qu'artiste, moi, je crée pas si je suis dans le confort. Si je suis dans le confort, mon art meurt. Et pour moi, au Québec, il y a toujours un truc à apprendre, toujours un truc à faire, mais il fallait vraiment que je sorte de ce confort, que les gens me connaissent, que je refasse un petit peu toujours les mêmes trucs. Et pour moi, de sortir, là, j'écris mes meilleurs textes que j'ai jamais écrits parce que je suis hors de ma zone de confort. Et je pense, moi, personnellement, en tant qu'artiste, je crée énormément quand je suis dans le mouvement, dans le changement. Et d'être ici, là, j'ai repris une flamme et... Se mettre en danger dont on parle toujours. Tellement, et on peut pas sous-estimer ça. Se mettre en danger, ça fait peur, mais c'est quand tu passes la peur que c'est là qu'il y a le plus beau, en fait. Et comment tu as eu vent de ce casting, alors? Du coup, il y avait Aziz qui a parlé à Bruno, il m'a dit « fais l'audition ». Et c'était la fin d'audition. Mais comment tu connaissais Aziz? Aziz, alors j'ai un manager au Québec qui s'appelle Arnaud Schumann, que lui, il y avait une boîte de musique, il a tout abandonné pour travailler avec moi. Et il connaissait Aziz depuis longtemps parce qu'il est français, mais ça fait 10 ans qu'il est au Québec, Arnaud Schumann. Et quand il m'a raconté, il a vu mon audition à Call Me Afternoon de The Voice, il a dit « c'est qui cette bête? C'est quoi qui se passe ?» Et il a vu le potentiel. Et quand on a voulu travailler ensemble, il a appelé Aziz, il dit « Aziz, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, mais j'ai un gars au Québec qui veut venir en France. Qu'est-ce que t'en penses? » Aziz, il a vu mes vidéos, il a trop kiffé. Et Aziz, qui est danseur comme moi aussi, on a vraiment une complicité artistique incroyable, moi et Aziz. Et il a parlé à Bruno de moi et le casting de Molière, c'est ça qui est drôle. Le casting de Molière, ça faisait 3 ans, je pense, qu'il essaie de casser les gens. Moi, j'arrive à la fin et il avait presque trouvé tout le monde. Et Arnaud et Aziz, ils me disent « Tommy, j'étais en tournage pour une série que j'avais au Québec en ce moment, et dans le temps d'audition, et je faisais Zénith en même temps, j'avais 4 jours de congé. Mon manager, il me dit, prends-toi un billet d'avion, il faut que tu es en France, il faut que tu fasses cette audition, même si on presque trouvé tout le monde, va leur montrer qu'est-ce que tu sais faire. Oui, parce qu'ils étaient, on avait déjà annoncé, il me semble, l'Onepsi, oui, enfin, exactement. Il y avait déjà des... Ouais. Et j'arrive là en mode un peu... j'étais pas stressé, on dirait que j'avais dans le mode rien à perdre. Comme tu dis, tu sors de ta zone de confort, personne te connaît, j'arrive en audition, c'est pas les réalisateurs que je connais normalement, c'est tous des gens différents. Il faut que je joue en français, que je joue du Molière dans un pays que je connais pas. J'avais une liberté de m'amuser parce que personne... Et tu savais pas vraiment qui était Bruno Berberes? Non, personne. Elle a dit ça, je connaissais pas Dovatia, je connaissais même pas Dovatia. Rien à perdre. Non, rien. Alors là, j'arrive en audition, j'avais 4 jours. Après ça, je retournais au Québec finir ma série. Mais je suis arrivé là en mode tout à donner et ils ont adoré. Et 4 jours. Donc, je reviens au Québec. Après, je retourne et je reçois un appel pour dire finalement, ça marche pas. Et j'ai une petite déception. Je dis merde, j'ai tout donné. J'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé mon Airbnb. Wow. Et là, 2 semaines plus tard, il me rappelle en disant on a écrit un rôle sur mesure pour toi, où ce que tu serais un espèce de narrateur qui raconte l'histoire, qui est dans la famille Béjart. Et là, je suis en mode waouh, c'est la meilleure tournure des événements. Déjà, comme tu disais, on avait l'Onepsi qui était Molière. Et par la suite, je vais à Paris faire les photos avec le groupe et tout. Et je suis Joseph Béjart dans la troupe.
Et quelques temps après, le Nepsi a vraiment voulu se concentrer sur sa musique. Il y avait des albums qui arrivaient, donc il se désite. Et on me repasse un casting pour faire Molière. Il me fait jouer du Ladislas Mavitch chez lui. Il me fait jouer du Cyrano Bergerac avec son téléphone à 3 centimètres de mon visage pour vraiment sentir l'émotion. Et après ça, toute l'histoire s'est envolée comme ça. Mais on dirait de pas être chez moi à la maison et d'être devant des gens que je ne connais pas et que j'ai tout approuvé. Il y avait une facilité à ça. Il n'y avait pas de passé. C'était que le présent et le futur que je peux envisager. Et comment on se prépare à ce type de rôle? J'ai passé des moments de folie. Hein. Parce qu'au final, c'est d'être à la hauteur. C'est d'être. Je pense que le plus compliqué, c'était pas. Je pensais même pas aux représentations. Je pensais pas au public français. Je pensais seulement d'avoir un Molière où ce que mon équipe dans laquelle je travaille, le cast, les acteurs, soient convaincus que j'étais le bon Molière. Et quand on a eu la première lecture chez Dovatia du livret, et que tout le monde parle français, tout le monde connaît Molière. Nous, au Québec, on n'a pas trop cette école Molière. Nous, on a appris ça à l'école. Exactement. Et là, moi, je suis sur la chaise et je glisse de ma chaise tellement je suis en sueur parce que je suis stressé de mon accent québécois. Acteur, j'ai quelques expériences en acteur, mais je suis devant des acteurs là, qui jouent depuis longtemps, qui ont fait le conservatoire et tout. Et j'étais hyper stressé. Par contre, j'ai développé une éthique de travail où j'ai tout sacrifié pour faire que ça. C'est ça, j'aimerais qu'on en parle parce qu'on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Je dis toujours que c'est un travail digne de grands sportifs. Raconte-nous quelle hygiène de vie tu t'es imposée. Même aujourd'hui, tu es sur scène et tu t'imposes, tu nous raconteras tes petits secrets, tu te baignes dans une baignoire d'eau glacée. Je veux tout savoir. Mais voilà, raconte-moi comment tu as préparé ce rôle et qu'est-ce que tu t'es imposé comme hygiène. L'hygiène de vie que j'ai en spectacle n'est pas la même que la création parce que la création, c'est vraiment deux univers très, très, très différents. Et cette composition de personnages, j'ai dû la développer avec le metteur en scène, mais surtout avec moi-même où ce que, tu vois, c'est pas un film qu'on écrit où ce que le personnage est fictif et on l'invente. Non, c'est un icône de la France qui existe depuis longtemps, que tout le monde en parle. Donc la pression était très haute. Et chaque jour de répétition qu'on avait, le soir, je retournais à la maison. Et j'allais lire des pièces de Molière, j'allais à la Comédie Française, des fois j'allais voir L'Avare à la Comédie Française, je regardais des mises en scène, des pièces de Molière. Mais j'ai lu beaucoup de Molière et au point de me rendre un peu fou, à plus savoir qu'est-ce que moi j'aimais. Des fois mon manager il me disait « Vas-y, va jouer au basket, va faire de la danse ». Je me dis « j'aime plus ça en fait ». J'étais vraiment à 100% le truc. Tu étais devenu Molière. Inspiré par les textes en fait qui emportent, qu'on connaît tous. Moi j'ai gardé en mémoire des textes incroyables. Mais je pense qu'il faut quand même toucher... Je peux pas dire ça. Pour moi, il a fallu que je touche la folie pour après ça bien m'amuser sur la scène. Faut que je passe par le côté, comme tu disais, difficile, allant pleurer des fois le soir pour après ça m'amuser sur scène. Mais ça, chaque matin, je me réveillais plus tôt pour continuer, tout à l'heure que je te parlais, écrire manifestation. Les manifestations, les affirmations. J'adore que tu me parles de ça. La loi de l'attraction. Oui, la force est en vous. Et autant écrire des trucs comme genre l'unicité du groupe. Connaître mon texte par cœur, autant des objectifs que des énergies que tu veux partager pendant ta journée. Donc ça, c'est une pratique que tu nous transmets. C'est une pratique, le secret de Rhonda, et on parle de la force est en vous de Louise L. Hay. En fait, toi, tu pratiquais vraiment les affirmations positives et tu écrivais, et tu imaginais, et tu verbalisais tes désirs. Ah, toujours. Mais plus, je verbalisais, mais je les écrivais plus que verbaliser. Et parce que je sais pas, je suis dans un nouveau pays, il a fallu que j'installe une nouvelle routine. Je le faisais déjà au Québec. Mais quand je suis arrivé ici le matin, je me réveillais, je prenais pas de café. Là, je suis au café, j'ai retombé dans le café. Mais pendant la création, c'était réveil, écriture, douche froide, méditation, réécriture et lecture. Ça, chaque matin, j'avais ma routine comme ça. Et là, j'avais mon école déjà fait et je peux aller travailler en mode, je suis souriant, j'ai fait mes affirmations. Donc, j'ai déjà... créer la personne que je voulais être aujourd'hui. Tu t'es programmé. Ouais, c'est ce qu'on appelle la programmation. Exactement. Tu n'arrives pas en mode qui suis-je? Parce que chaque jour, je crois qu'on est une personne différente. On reste la même personne, mais chaque jour, on a des moods différents. Et tu peux arriver dans un mood, comme ça, tu te réveilles. Mais si tu n'as pas fait ta préparation du matin ou ta programmation du matin, ce mood-là que tu as eu la matinée, tu le donnes aux autres. Et ça crée une mauvaise énergie. Donc, si tu te programmes le matin et tu es en bonne énergie, après, tu passes une belle journée, tu fais passer une belle journée à ton équipe. Et ça m'a aidé vraiment beaucoup, ça, pendant la création. Et aujourd'hui, tu es avec un rythme plus qu'intense. Tu joues tous les week-ends, plusieurs fois par jour. Tu tiens? Ça marche? Très, très. Avec l'entraînement que j'ai toute ma vie, je suis très sportif, très athlétique. Et pour moi,
Ouais, c'est un marathon, c'est pas un spectacle. Et mon spectacle, on l'a construit très intense, mais en sachant que je peux le faire tous les spectacles. Et la voix tient bien. J'ai mon thé au thym le soir, très nécessaire. Et pour mon Un corps, thé bain de au glace, thym. le thé au Ok, thym. ok, on va noter ça. Oui. Quelles Ah sont oui. les vertus? Ça l'aide, je sais pas, on m'a dit de prendre ça. Miel, Ah, gingembre, citron et thym. Et ouais, ça m'aide. Mais c'est des sacrifices, hein. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Pour t'avoir vu sur scène, tu as une énergie qui est juste communicante et débordante. Tu as une hygiène de vie là en ce moment? Par exemple, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que Mm. tu fais du sport tous les jours? Tu fais de la Mm. muscu? Tu cours? Qu'est-ce que tu Mm. fais? Je vais pas en salle. Je suis très bodyweight. Moi, c'est très à la maison. Je fais mes yoga. Ok. Yoga, j'en fais. Étirement. Et moi, c'est les handstands. Tout ce qui est le bodyweight, c'est le poids du corps. Donc, c'est tous les angles de corps. C'est autant étirement que renforcissement. Donc, c'est pas du en salle. Ancrage, Exactement. hmm, Et ça, respiration. par contre, mon sommeil, oui, respiration, toujours, Ouais. jusqu'à en avoir des frissons et des fois des étourdissements juste pour vraiment oxygéner ton corps. Mais là, tu vois, le sommeil, par contre, c'est un truc qui est plus difficile parce que nos horaires sont pas évidents. Des fois, on a des spectacles jusqu'à 11 heures. Chaque spectacle, après ça, on va parler aux gens. Tu arrives à la maison, tu es encore Une hyper excité. adrénaline. Ouais. Et mon sommeil, par contre, je le trouve difficile en ce moment. Mais je dors le jour parce que le meilleur remède pour chanteur, c'est vraiment le sommeil. Le sommeil qui est réparateur. Mm. Et alors, tu nous racontais tout à l'heure en coulisses que le bien-être est fondamental et tu te mets dans un bain d'eau glacée chaque soir après la représentation, Ouais. comme les boxeurs en fait. Ouais, comme les athlètes. Le bain de glace, c'est une façon de réparer tes muscles et à faire avec les saltos que je fais sur scène, les chorégraphies. C'est négocié dans ton contrat. Ah, T'as j'ai négocié ça. Ouais, j'ai demandé parce que je veux dire. C'est génial. Ouais. Dans ton contrat, tu as dit, OK, j'ai une exigence, je veux Ouais. mon bain de glace. Et je pense que c'est le fait que j'ai déjà fait des contrats auparavant, que je me suis blessé, j'ai pas pu finir mes contrats. Donc il y a un petit traumatisme là et je veux vraiment faire en sorte que chaque contrat que je m'engage à faire, que je sois capable de terminer. C'est la fierté. Et là, je sais qu'on a des kinés qui viennent nous voir pendant les spectacles quelquefois pour nous faire le corps, mais j'aime avoir ma propre éthique. Et pour moi, tu vois, on a les spectacles et avant même d'aller voir les fans, pour moi, c'est un moment méditatif. Après le spectacle, tout le monde est en mode folie en loge. Moi, je vais me poser dans mon bain de glace et je redescends de mon spectacle pour après ça mieux affronter. J'exagère, mais mieux réaffronter Réaffronter. Pardon. Mais Ma dis-moi, vie. le Québec, on parlait des chanteurs, mais je pense également aux acrobates. Il y a un sacré talent qui vient du Québec. C'est absolument fou. Tous les cirques ont toujours un numéro exceptionnel. Moi, j'ai vu des shows incroyables, des femmes dans l'eau, ça saute, ça jungle, ça truc. Comment tu l'expliques? Vous avez une école particulière? C'est quoi le truc? Le Cirque du Soleil est de Montréal aussi. Tu vois, fait que c'est créé là. Il y a beaucoup de créations qui se font là. Quand je parle du cirque éloise, ça doigt de la main. La culture du cirque au Québec, elle est très C'est puissante. culturel. Ouais, et autant des gens à travers le monde qui viennent s'entraîner à Montréal pour le cirque. Hmm. Et je sais pas d'où ce que ça vient. Comme je te dis, j'ai pas étudié le cirque. Moi, j'ai touché au cirque à travers ma carrière. Tu as Mais, fait beaucoup d'acrobatie. oui, Tu t'es beaucoup. formé où en acrobatie? Seul, à me Ok. briser. Ouais, j'ai des Oh. mauvaises aventures où j'ai déjà fracturé mon crâne parce que j'ai essayé des trucs. Hmm. Ouais, moi, je suis casse-cou. Maintenant, j'ai appris à pas me calmer, mais à mieux travailler. Et pas me dire, OK, j'essaie ce salto-là. Et peut-être à te protéger. Oui, parce qu'au final, quand t'es plus jeune, t'es reckless, ce qui veut dire tu t'en fous un peu. Si tu te blesses, tu te crois invincible. Hmm. En vieillissant, tu te dis non, à cause que j'ai été blessé, j'ai perdu ce contrat-là, ce contrat-là, ce contrat-là. Alors, c'est quoi le but de cette vie? Et j'avais essayé un double salto dans les airs, donc rondade, double salto. Et j'avais pas pris de hauteur. Et j'étais avec des amis, on était en mode, on se craquait, mais on n'avait pas de coach avec nous. Et craquer, ça veut dire on se motivait. Quoi. Ouais. Et c'est le double salto, tombe sur le visage, genou, truc, et dents cassées, nez qui coule, tout mon visage cassé. J'ai passé 6 mois à rien faire. Et c'est là que mon écriture pour la musique française est née, par contre. La résilience. Ouais. Mais ça a été une période difficile, moi qui est moins hyperactif maintenant, mais que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas regarder de télévision, donc j'étais juste porté à écrire et écouter de la Mais musique. tu avais quel âge à ce moment-là? 22 ans. Oula. 22 ans. Alors les castings, ça te connaît. Ouais. Comment tu te prépares à un casting? Tu prépares ton texte, tu y vas avec un lâcher-prise, tu y vas tracker, tu te prépares comment avec un casting? Tu parles ça dépend quel genre de casting. Si C'est je ça. parle Molière, il y avait ce côté, j'avais pas le casting de danse à faire, il savait que je dansais.
il y avait théâtre et musique. Du coup, on avait 3 chansons à chanter. Tu les apprends par cœur, différentes tonalités, différentes intentions, juste pour être capable de te dire s'il me demande de le faire plus doux, voilà. Et la chanson, c'est bien cool. L'acting, je crois que ce que j'avais fait pour celui-là, j'avais pas appris le texte par cœur parce que je voulais me donner une certaine liberté en fait de jouer. Des fois, quand tu joues par cœur, tu apprends le texte par cœur, t'as plus de liberté, tu restes coincé. Ça dépend. Pour moi, je perds une certaine liberté parce que tu restes coincé dans cette partition que tu t'es créée, le rythme de ta ligne et tout ça. Et pour moi, j'avais envie de connaître le personnage. Comme j'avais fait une série au Québec, une audition où fallait que j'apprenne plusieurs textes. J'avais appris un peu la globalité du truc, mais j'avais appris mon personnage par cœur. Donc, je me suis dit, OK, il marche comme ça. Il y a des petits regards, il y a des pauses des fois quand il écoute les gens où il y a un tic. Et je développais plus le côté personnage que le texte. Et à chaque fois, j'apprenais dans des castings le texte par cœur et je ne développais pas mon personnage, je ne l'avais jamais. Et là, comme pour Molière, quand je me suis dit, Molière, c'est un metteur en scène, vas-y, il prend de la place, il veut expliquer aux gens vraiment, il y a une fougue de vouloir expliquer à ses acteurs comment il veut qu'ils le jouent. OK, c'est ça. Donc le texte, il s'en fout. Des fois, s'il veut bégayer, il va bégayer, mais au moins, cette fougue, il faut que je la connaisse, il faut que je me l'approprie. Et c'est vraiment de connaître ton sujet plus que le contenu du truc. T'es plutôt tracker? Qu'est-ce que tu veux dire? Tracker, tu sais, t'as le track, quoi. Tu as un peu tracker. peur ou... Ah non, jamais, mais je suis un mec assez stressé, mais j'ai jamais peur. Je trouve toujours des solutions aux problèmes. Je pense que je suis très comme ça. Si j'ai la peur, c'est comment je règle la peur. J'ai un mécanisme très... on réoriente cette peur vers autre chose. Est-ce que tu as déjà eu un mauvais souvenir de casting, un pire moment? Oh, bonne question. Ah les premiers les premiers quand t'arrives et que tu connais, t'as pas assez étudié ton texte et là, tu demandes au réalisateur de le refaire 4 fois, il dit ouais non, ça marchera pas. T'es en mode ouais, je sais, mais c'est parce que t'as pas fait le taf et ça prend ces expériences-là pour faire, faut que tu te prépares à chaque audition. C'est ça, donne-moi un conseil pour les auditeurs. Ouais. Comment réussir un casting? Il y a toujours une préparation. Comme on parlait tout à l'heure de programmation de journée, chaque truc mérite une préparation. Sinon, toi-même, tu n'as pas de plaisir. Le plan, autant carrière, autant petit moment, juste préparer le truc. Juste en ce moment, tu as préparé ton podcast. Tu vois, le moment on le prépare. Si tu ne pas préparé, tu perds un peu ton centre. Même chose pour les castings, même chose audition, juste une préparation, minimum de préparation. Moi, je suis un peu dans la folie de préparation, mais si tu n'auras pas de plaisir, si tu ne te prépares pas, et tu ne sauras pas qu'est-ce que tu défends, qui tu es, il faut que tu te prépares, avoir un plan. Avoir un plan, le savoir toujours. Molière jusqu'au 18 février au Dôme de Paris, puis vous partez en tournée en France et en Belgique. T'es content de partir? Moi, comme je te disais, je rêvais de faire des spectacles à travers le monde. Là, c'est mon premier pas en France. Et là, faire Belgique, Suisse, on a des gens en ce moment de Roumanie qui nous écrivent, de Pologne, de Ukraine, de Russe, de Italie, de Brésil. Tout le monde veut que le spectacle est dans leur ville. Moi, je suis en mode, venez à Paris. J'essaie d'amener tout le monde en ce moment à Paris. Et le Québec te manque? J'ai pas le temps en ce moment. Vraiment, je ne pense pas trop au Québec. Je suis un peu dans ma bulle. Tu vois, même ma famille, je donne pas autant de nouvelles que je voudrais. On dirait c'est ça le truc, quand on est en comédie musicale avec une troupe, il y a une sorte, on rentre dans un personnage et dans une famille. Ouais, et c'est dur pas de s'en sortir, mais ces projets-là, je sais que c'est éphémère, donc j'essaie d'en profiter le plus possible. Je me dis, à un moment, ça va terminer, donc pourquoi pas en profiter à 100% là. Par contre, quand je joue Molière et je vois la relation avec son père, ou ce que c'est... il passe sa vie à côté, il est tellement focusé sur son art qu'il passe à côté de sa relation avec son père. Je me dis des fois, Tom, fais attention, fais pas ton Molière. Genre, fais pas, essaie de rester ancré avec ta famille. Et au final, c'est avec qui je partage mes plus beaux moments. Et là, mon petit frère qui construit une petite famille, je suis pas là pour l'avoir. Et je pense que j'ai un équilibre à aller chercher encore dans ce côté-là. Je veux dire, je suis pas trop équilibré. Je suis très taf et je kiffe ma vie en ce moment. Mais je sais pas, je m'ennuie. Ça me manque pas le Québec. Même ma famille, j'ai du mal à... J'y pense, mais c'est pas... J'y pense pas autant que je pensais que j'allais y penser.
Tu as 29 ans. Mais je vous aime, ma famille. Hein. Ah oui, surtout comment tu parlais de tes parents. Ouais. Tu as 29 ans et tu as grandi avec les réseaux sociaux. Et tu disais tout à l'heure que tu t'en sers réellement pour tisser des liens et non pas pour se montrer ce qui est, d'après moi, vain. Mhm. Quelle place ça prend dans ton quotidien, justement, ces réseaux sociaux? En ce moment, moi, je vais beaucoup par saison. Du coup, il y a des moments où j'ai le goût d'être là très souvent et ensuite prendre une pause, juste aussi pour soi et pour les autres. Des fois, pas obligé d'être toujours dans la vie de quelqu'un d'autre, comme quand on est en couple, des fois, un petit moment est revenir. Et en ce moment, je l'utilise beaucoup parce que les gens sont à l'écoute pour le spectacle. Je leur donne Et du c'est toi contenu. qui réponds. Oui, toujours. Toujours sur TikTok, Instagram, je sais poster le plus. Et je montre ma vie parce que là, on me le demande, je leur demande, eux, qu'est-ce que vous voulez voir? Donc, du coup, on me demande une présentation de tous les personnages de Molière. Bon, bah, allez, ce dimanche, je suis en live sur Instagram, venez, on fait une présentation de tous les personnages, on montre tout le monde. Ensuite, je crée des dance challenges pour faire danser les gens, des karaokés sur les réseaux. Et en ce moment, j'en Tu es profite. présent sur TikTok. Ouais. Instagram, TikTok et un peu YouTube, mais principalement Instagram, TikTok. Et c'est juste pour créer ce lien avec les gens parce que tout le monde est à l'écoute et tout le monde le demande. Et quand Molière sera terminé, peut-être que je prendrai un petit moment off. Mais là, je trouve que c'est beau, les gens aiment, j'adore en donner. Une émulation. Ouais, mais par contre, c'est intense et des fois, oui, il faut que j'ai mon petit moment seul à la maison parce que mon téléphone est fermé. Parce que à toujours donner, des fois, il faut se donner à soi. Hein. Et j'ai eu des moments où je suis comme, wow, c'est trop. Et faut leur faire comprendre aussi. Et retrouver cette inspiration. Et tu parlais du bien-être fondamental pour toi et cet équilibre. Tu pars en tournée encore. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes en fait? Tu as commencé par la danse et tu n'imaginais pas chanter. Et aujourd'hui, tu te retrouves en France dans une comédie musicale pluridisciplinaire. Si j'avais une baguette magique, où est-ce que tu aimerais aller maintenant encore plus loin? C'est peut-être secret. Non, c'est pas secret. Je pense que les rêves changent toujours et je suis toujours en train d'écrire des nouveaux rêves. Mais le but, moi, c'était de parcourir le monde avec ma musique en français, même si c'est pas de l'anglais, vraiment français. Et je sais pas, en tant que danseur, tu es toujours porté à prêter ton. J'ai toujours prêté mon art à des productions pour faire un bien du spectacle. Comme en ce moment, je sers Molière en tant qu'artiste, mais je trouve mes propres intérêts, j'ai mon plaisir. Et en ce moment, ce que j'aimerais, c'est vraiment que dans le prochain album que je suis en train de préparer, traverser le monde entier avec les gens qui nous suivent en ce moment et faire chanter les gens et partager ma vie, ce que je trouve, qu'est-ce qui est blessant dans ce monde pour essayer de guérir un peu les gens ou faire voir mes nouvelles visions, le bien-être à travers ma musique, ce qui me blesse, ce qui me plaît et tout ça, et d'être capable d'unir le monde à travers la musique. Je trouve que c'est ça le pouvoir de la musique. Et si je peux faire ma petite part culturelle de ce métier, de cette culture musicale à travers le monde en français, mon bonheur serait complet autant Afrique que Asie, que vraiment tout le monde, quoi. Le chant reste ta première passion. En ce moment, je croyais que c'était pas possible et depuis que le bien que ça m'a procuré pendant que j'ai été dans mes blessures d'athlète, de danseur, et j'ai trouvé cette flamme de pouvoir raconter une histoire en mélodie, le pouvoir que ça avait, que les gens pouvaient le rechanter aussi en retour. Je me disais, ah, c'est possible. Et depuis ce temps-là, je l'écris dans ma manifestation. Et là, je vois que chanter, c'est possible. Et de danser en même temps, et de jouer, et de vivre d'émotions, et de... Comment vous dites ici? Vivre d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce que ça me plaît quand tu parles d'affirmation? Toi, tu dis manifestation. Toi aussi, c'est affirmation, toi. Ah, je suis affirmation. Qu'est-ce que tu dirais au petit Tommy? À l'enfant. Il est encore petit, en plus, le petit. De toujours... ce que j'ai envie de dire, moi, c'est n'essaie pas de devenir grand trop rapidement. Même encore à 29 ans, hein, je me sens encore comme un enfant et je vois la vie encore comme un cœur d'enfant parce que je trouve qu'au moment que tu te dis je suis grand, c'est là que tu arrêtes d'apprendre. Et il y a toujours un truc à apprendre. Et c'est de toujours à rester curieux. Et c'est la plus grande qualité d'un artiste selon moi. Et que je pense que tout le monde, en tant que créateur, tout le monde doit rester curieux de vouloir apprendre plus. Mais ne deviens pas grand trop rapidement. Et si tu peux, ne deviens jamais grand. Continue à apprendre et à échanger avec les gens. Et moi, en ce moment, c'est encore ma devise aujourd'hui. Et je crois que quand tu es jeune, tu cherches à devenir grand. Je veux ma première voiture, je veux ma première... je veux tout, je veux ma maison et tout. Mais attends, petit à petit, à petit, à petit. Et c'est ça, vraiment, de prendre des petits pas. Si tu vois la montagne, c'est vraiment stressant. Vois les petites étapes pour y arriver, quoi. Et reste vraiment petit à petit et de voir la vie comme un garçon, ça m'a suivi toute ma vie. Merci petit homme pour ce délicieux moment. Garde
cœur d'enfant et cette bienveillance. Merci, à bientôt. Merci.